Est-ce qu'il faut compter sur la pression des sondages? Il paraît qu'il y a un sondage, je ne sais pas s'il est vrai, qui dit que 67% des Français souhaitent qu'Hollande s'en aille avant la fin de son mandat. Je vous dis que je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous a annoncé un sondage où M. Sarkozy avait gagné dans tous les cas. Et il est apparu que, comme le Parti socialiste a protesté, qu'il a des moyens de pression que je n'ai pas, il a obtenu le réveil de la personne qui est d'habitude dans son bocal de chloroforme à la commission des sondages et qui est payée à ne rien faire. Et il se trouve que cet emploi fictif s'est réveillé et a fait une enquête pour une fois, alors que nous on a demandé je ne sais combien de fois. Et il a fait une enquête et a constaté, tenez-vous bien, pourtant ils en ont parlé, hein, tous ils vérifient même pas leurs sources, le gag, que le sondage n'existait pas. Il n'y avait aucune espèce de preuve matérielle du fait que ce sondage ait été fait. Eh bien, apprenez ça les gens, quand vous entendrez parler de sondage la prochaine fois et que vous serez à ouvrir la bouche comme ça en regardant le journal, eh bien vous direz, mais est-ce que ça existe seulement? Eh bien voilà, c'est pas sûr. Hein, même votre chien y doute. Je vous ai pris l'exemple de la démocratie. Cette démocratie, regardez quelles conséquences terribles peut avoir le fait qu'elle ne fonctionne pas et qu'elle n'existe pas. Regardez les gens. Quand la République a été proclamée, les citoyens disaient d'abord « il y en a assez des rois, parce que les rois, c'est la guerre ». Et autrefois, on disait « ils se font la guerre pour des histoires de famille, pour arrondir leur territoire et leurs revenus ». Si bien qu'il y eut parmi les premiers débats de la jeune République la question de savoir si on faisait la guerre ou pas. Et Robespierre, qui avait bien compris quel était le risque de la guerre, y était opposé. Et il aura fallu que notre pays soit envahi pour que le peuple souverain se mettant en mouvement, nous repoussions l'envahisseur. Mes amis, voyez où nous en sommes. Un homme tout seul décide, alors même qu'aucune condition n'est réunie, et la première d'entre elles, qui est le vote des Nations Unies. Oh, c'est bien imparfait, l'ONU. Mais mes amis, mieux vaut l'ONU que rien. Mieux vaut l'ONU que l'OTAN et les autres organisations bellicistes de l'Empire. Alors, nous autres, les Français, qui sommes toujours les tenants du droit international, nous voilà embrigadés parce que le petit monsieur est allé avec son avion faire le kéké à Bagdad, soutenir un improbable gouvernement, nommé dans des conditions extrêmement hasardeuses, et il annonce que nous allons participer à une coalition. Pourquoi faire, je vous prie? Bombarder. Et avant ça, il voulait bombarder la Syrie. Et il a donné des armes à ceux qu'il est question maintenant de bombarder. Ces gens n'ont pas compris la leçon qu'ils avaient reçue dans leur propre pays. Ils ont donné à manger aux gros chiens. Non, c'est pas un gros chien, c'est le Yéti. Et voilà que le gros chien a sauté sur la table et mange dans leur assiette. Eh bien, on recommence à l'extérieur. Mes amis, nous sommes donc impliqués dans une guerre dont personne n'a jamais discuté, ni à l'Assemblée nationale, ni dans le peuple. Voilà ce qu'est la guerre. Et évidemment, dès que vous êtes contre la guerre, on vous repeint en ennemi de ceux qu'on veut bombarder. Si vous êtes contre la guerre, c'est que vous êtes donc pour la bande de voyous qui veille une guerre civile là-bas. Mais on nous a déjà fait le coup. J'ai déjà voté contre la guerre. J'ai voté contre la première guerre du Golfe. Qui avait raison? Sinon ceux qui votaient contre en disant « cette boucherie ne mène nulle part, le peuple irakien est capable de se libérer lui-même ». Deuxième guerre, troisième guerre, et maintenant on bombarde confusément au hasard d'alliances variables. Quoi? Il n'y a pas un État irakien? Il n'y a pas une armée irakienne capable de maintenir l'ordre républicain de ce pays? Eh bien, il n'y a qu'à l'aider à le devenir. Quoi? Ces gens ne sont pas payés par des Saoudiens et des Qataris à qui nous vendons des armes
et que nous remercions sans cesse de venir acheter tout ce qu'ils veulent chez nous? Est-ce que nous ne pouvons pas leur demander d'abord à ceux-là d'arrêter de soutenir ces bandes et de participer à cette mêlée confuse? Je viens à la 6e République. Eh bien, mes amis, vous devez savoir qu'en France, le chef de l'État peut déclencher une intervention armée sans demander rien du tout à l'Assemblée nationale avant 4 mois après le début de l'intervention. Vous savez comme moi ce que ça veut dire. Quand l'intervention est commencée, il est extrêmement difficile de faire valoir des arguments alors même que les vôtres sont en train de mourir parce qu'ils servent et obéissent comme c'est leur devoir. C'est donc contre ce type de relation qu'il faut qu'une nouvelle République mette de l'ordre et que la paix et la guerre soient décidées exclusivement par les représentants du peuple, par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'êtes pas comme moi? Après, vous êtes laissé impressionner, ne me racontez pas d'histoire, je vous connais. On vous a dit Poutine, Poutine, alors tout le monde est là. Qui est-ce qui voudrait être sympathisant de M. Poutine? Eh bien, à ce motif-là, des crétins qui, par leurs bêtises, lui ont ouvert tous les chemins, dont il s'est emparé avec une astuce et une habileté qui forcent l'admiration, eh bien, cela vous propose d'être solidaire d'un gouvernement dans lequel il y a des nazis. Et c'est ce qu'on appelle le gouvernement ukrainien, dont la principale force armée, la division Azov, forte de 10 000 hommes, guerroie contre, paraît-il, des rebelles. Et ces gens ont pour drapeau, en tant qu'unité militaire, l'enseigne de la division Das Reich. La division Das Reich, les Français la connaissent, car c'est elle qui a creusé un sillon sanglant pendant son retour du sud de la France vers l'Allemagne et martyrisa la population d'Oradour-sur-Glane. Eh bien, moi, je vous dis que jamais, jamais, jamais je ne serai solidaire de tels guerriers qui portent un tel drapeau, qui est le drapeau de la honte et du nazisme. La France a besoin de discuter de ces alliances internationales. Écoutez-moi, nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. L'OTAN est une organisation militaire au service de l'Empire, et rien d'autre. L'Empire est menacé parce que la masse de dollars qu'il a mis en circulation dans le monde ne correspond à aucune contrepartie matérielle. Et voici que se rapproche l'heure à partir de laquelle il va lui être demandé des comptes, non pas politiques, mais économiques. Voici que les pays que l'on nomme BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine, ont décidé de constituer l'équivalent du FMI et de la Banque mondiale. L'Empire est frappé au cœur par ces pays, qui se trouvent ainsi pris en tenaille entre l'euro et la monnaie que les BRICS vont faire naître. Et cet été, en mois d'août, la Russie et la Chine ont décidé de commercer entre elles sur la base de leur monnaie nationale et non plus du dollar. Je sais que c'est compliqué tout ça à comprendre, mais ça vous aide à comprendre pourquoi ils sont si féroces, les Nord-Américains. C'est que l'heure arrive, approche, où le socle le plus puissant de leur puissance, c'est-à-dire leur monnaie, est mis en cause par le nouvel ordre du monde. Et c'est pourquoi ils préfèrent la guerre généralisée à la paix qui exigerait d'eux qu'ils se mettent à travailler à la hauteur de l'argent qu'ils dépensent. Et cette société tout entière bâtie sur le crédit et l'argent bidon s'effondrera d'un seul coup. Voilà la cause ultime des dangers que nous vivons. Nous les Français, si nous gouvernions ce pays, nous sortirions de l'OTAN, nous récupérerions totalement notre souveraineté nationale et nous la mettrions au service de la paix dans le monde.
j'ai appelé de mes vœux, et je sais que peu nombreux sont ceux qui l'ont retenu, qu'à la place de l'OTAN, on imagine une autre alliance, que j'ai appelée alliance altermondialiste, qui commencerait par dire, nous Français, nous ne sommes pas une nation occidentale, nous sommes une nation universaliste. D'abord, si vous nous regardez, nous autres, les Français, si divers de couleur de peau, de religion et de culture, mais aussi parce que nous sommes présents sur les 5 continents. Et je ne cesserai de vous le répéter, mes chers concitoyens, notre plus longue frontière n'est pas avec l'Allemagne, c'est avec le Brésil. Par conséquent, nous sommes une nation du monde et nous devons construire un autre système d'alliance qui aurait pour objet la lutte en commun contre le changement climatique, la souveraineté alimentaire et politique de chacune des nations qui le constitueraient. Alors, vous devez comprendre à quel point il est dangereux de ne pas admettre que la démocratie, que ce soit dans les institutions ou dans l'ordre du monde, s'arrête tout soudain à la porte des entreprises. La 6e République est un mot d'ordre social, mes camarades. Réfléchissez-y à cet instant. Les délégués du personnel qui représentent la démocratie dans l'entreprise, pour autant qu'on arrive à en élire, et pour autant qu'ils arrivent à être assez protégés pour pouvoir exprimer vraiment l'intérêt des travailleurs qui composent l'entreprise. Eh bien, il y aura eu dans l'histoire 2 gouvernements qui se seront attaqués à cette conquête de 1936. Le gouvernement du maréchal Pétain qui les a abrogés, et maintenant celui de M. François Rebsamen. Pourquoi et comment? Je pourrais donner 1000 exemples, mais j'estime qu'il est indispensable d'écrire dans la Constitution que la démocratie dans l'entreprise n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement n'a le droit de revenir dessus sans que ce soit considéré comme un crime contre la Constitution elle-même. Mais je vais vous donner un exemple, je ne vais pas en donner 100, il fait trop chaud. Regardez, les travailleurs des entreprises abandonnées par leurs patrons, trahis comme ils l'ont été par Unilever, dans le cas du thé éléphant, ou bien des glaces Pilpa, ont apporté une réponse, la coopérative ouvrière. Ces coopératives se sont mises en place. Je laisse de côté pour l'instant ce que nous ferions si nous gouvernions le pays. Bien sûr qu'il y aurait des nationalisations, car la nationalisation, c'est ce qui coûte le moins cher. Car si le monopole comporte des inconvénients, la compétition en a aussi, et parmi elles le fait de faire assumer par les consommateurs la guerre incessante que se livrent entre eux ceux qui veulent fournir tel ou tel service. Et c'est la publicité, et c'est les emballages, et c'est toutes ces choses qui pourrissent la nature, autant que la société humaine en créant des frustrations et des besoins qui n'existent pas. Mais je ne prendrai que l'exemple de ce qui se passe lorsque des travailleurs dans une entreprise disent « Nous sommes prêts à reprendre notre entreprise ». Beaucoup d'entre vous croient qu'il suffit qu'ils le disent pour que les patrons disent bah, « Après tout, faites ce que vous voulez ». Pas du tout. Nous venons d'avoir une démonstration dans cette entreprise qui s'appelle Mercura. C'est une entreprise, figurez-vous, qui fabrique les gyrophares. Vous savez, le signal lumineux des véhicules comme les pompiers ou les policiers. Cette entreprise a été abandonnée par ses patrons et mise en vente. Les travailleurs ont demandé à exercer la propriété et de créer une coopérative. Eh bien, ça leur a été refusé et c'est une entreprise suédoise qui a acquis Mercura. Voyez-vous, mes amis, si la Constitution disait « Dans le cas où une entreprise est abandonnée par ses propriétaires, les travailleurs ont un droit de préemption et ils passent les premiers. » C'est-à-dire que s'ils disent « Nous voulons gérer l'outil de travail » leur est donné.
À ce moment, camarades, ne croyez pas seulement que vous aurez réglé le problème des coopératives. Vous aurez réglé un problème bien plus ancien, qui est la définition de la propriété. Oh, ce n'est pas un débat nouveau. Il a commencé à la veille de notre première République. Les uns disaient la propriété est un droit sacré, c'est un droit naturel, comme tous les autres droits de l'homme, parmi lesquels le premier, le droit à l'existence. Et d'autres, parmi lesquels le grand Robespierre, ont expliqué non, la propriété est seulement un droit d'usage comme les autres. Et par conséquent, il a des limites et elle peut même être confisquée du point de vue de l'intérêt général. Donc, si vous dites que les travailleurs sont les premiers à avoir le droit, par droit de préemption, de diriger l'entreprise lorsqu'elle est mise en vente, vous affirmez que la propriété est seulement un droit d'usage et non pas un droit sacré. Voilà, camarades, pourquoi dans le domaine social, la Sixième République est une œuvre révolutionnaire. Je pourrais ajouter, toujours en restant dans ce registre particulier des droits de la propriété, et encore une fois, sans aller sur ce qui se passerait avec la propriété publique que nous établirions. Regardez, nous combattons partout la finance, et en particulier lorsque la finance entre dans l'entreprise et la soumet à ses objectifs de profit et de taux de profit. Jusqu'à présent, c'était du 4 ou du 5% que l'on prélevait. Avec la sphère financière, c'est du 12, du 13, du 15, du 20%. On comprend que quelqu'un qui place de l'argent préfère voir 20% que 5%. Et d'ailleurs, vous autres, vous avez votre livret de caisse d'épargne à 1. Si on vous proposait 2, vous le prendriez. Ça tombe bien parce que je vous proposerai le moment venu 2. Parce que vous avez dans le bas de laine des Français 4 000 milliards. Vous le savez quand vous vous entendez dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a 340 milliards sur les livrets A et sur les livrets de développement durable. 340 milliards, payés 1%. C'est pas à ce prix-là qu'on vous prête, hein, quand vous empruntez, vous. 340 milliards. Donc, si nous faisons le moment venu le grand emprunt dont nous aurons besoin pour financer les travaux, pour réussir l'entrée en mer de la France, nous emprunterons à ces 340 milliards. Et nous appuierons le pied sur la gorge des compagnies d'assurance qui ramassent 1 500 milliards pour l'assurance vie. Et ces compagnies d'assurance placent 1 euro sur 2 à l'étranger, alors que nous en avons tant besoin pour revitaliser le tissu. Bon, je viens à la question de savoir comment un droit constitutionnel visant la propriété limiterait le droit de la finance dans l'entreprise. On y a réfléchi. Comment ferait-on? Eh bien, on dirait le droit de vote d'un actionnaire privé est proportionnel à la durée de l'investissement qu'il réalise. Celui qui vient et qui dit « moi, je ne prends aucun engagement, si ça se trouve, je m'en vais demain », eh bien, il aurait 0 droit de vote. Il n'aurait donc aucune possibilité d'intervenir dans la décision collective de l'entreprise. Celui qui dirait « j'investis pour 5 ans », il aurait un demi-droit de vote. Celui qui dirait « j'investis pour 10 ans », il aurait un droit de vote. Et alors, vous verrez que ces gens deviendront bien plus raisonnables. Je vous parle là du capital privé, ne faites pas les ballots. J'en vois qui font un Mélenchon, il nous propose le capital privé. Là où il y a du capital privé, vous n'avez quand même pas l'intention de collectiviser tout ce qui bouge dans le pays. En tout cas, pas d'un coup, quand même. Bon. Non, il faut faire les choses dans l'ordre. Et il faut maîtriser, contrôler et faire avancer du bon côté les choses. J'ai pris ces questions sociales parce que je voulais garder pour ce moment qui, rassurez-vous, nous rapproche de la fin sans nous y conduire directement cependant. Parce que maintenant, je vais vous parler de nos problèmes d'êtres humains et d'abord du fait
que l'intuition fondamentale du communisme, du socialisme et de la République est hélas tragiquement vérifiée par l'état de la planète et du fait que nous dépendons tous du même écosystème. Mes amis, l'humanité est parvenue à 6 milliards d'habitants. Nous serons tantôt 9. C'est-à-dire que la pression qui s'exerce sur le milieu ambiant est terrible. Et on voit que l'humanité, continuant son expansion, est en train d'entrer en mer, de la pire des manières qui soit, en saccageant et en pillant. Il faudra réduire nos consommations, car ce régime n'est pas raisonnable, qui consiste à dire qu'il y aura toujours plus et que la logique intérieure du système est toujours plus. Même si cela vous choque, parce que souvent on met en avant ceux qui n'ont rien et on dit « Comment, monsieur Mélenchon, vous osez dire ça ?» alors qu'il y a des gens qui ne consomment rien. Eh bien, il est très facile de répondre que si l'on donnait à ces gens qui ne consomment rien ce dont ils ont besoin, ils se contenteraient du nécessaire et n'auraient pas besoin, comme les très riches, du superflu qui gaspillent, pillent et saccagent la planète. Un jour ou l'autre, il faudra réfléchir à la façon avec laquelle ces consommations devront décroître. Mais il y a urgence, mes amis. Je ne veux pas vous affoler. Je n'aime pas les orateurs qui affolent les gens. Mais je vous demande de comprendre que la situation est grave. Du fait des guerres que je vous ai décrites, du fait des tensions sociales, mais du fait du changement climatique. Mes amis, il y a une accélération de la fonte des glaciers. De la sorte, la surface qui réfléchit l'énergie solaire diminue. Pendant ce temps, la mer monte. Elle va monter d'1,40 m et de 6 mètres. Au siècle prochain, c'est ce que disent les météorologues si nous sommes là pour le voir. Car cette modification produit des changements qui ne sont pas proportionnels au réchauffement. C'est-à-dire que pour 1 degré de plus, il n'y a pas seulement 1 degré 1% de changement. Ce sont des changements sans rapport. Chaque fois que la planète se réchauffe d'1 degré, l'évaporation augmente de 7%. Et quand l'évaporation augmente, cela crée d'abord des courants d'air ascendants. Et puis, l'eau qui est en suspension finit par retomber. Et à ce moment-là, ce sont des courants d'air descendants. Des courants d'air immenses qui succèdent à des pluies immenses, si bien que vous verrez se conjuguer des inondations toujours plus nombreuses, entraînant des terrains entiers qui n'ont pas été prévus pour ça, suivis de tornades et de grands mouvements du vent qui arrachent et saccagent tout. Mes amis, lorsque de tels événements se produisent, il ne faut pas croire que vous aurez toujours un agent EDF pour venir rétablir l'électricité, car il est bien possible qu'il n'y ait plus d'EDF. Vous n'aurez pas toujours le service public pour venir rétablir l'ensemble des fonctions. Un jour, j'ai lu que s'il y avait une tempête solaire qui percutait la trajectoire de la planète, comme ce fut le cas en 2012, cela interromprait tous les circuits électriques. Et les Nord-Américains, qui ne comptent qu'en dollars, ont dit que cela coûterait 2000 milliards de dollars, ce dont on se contrefout. Il me semble qu'il est beaucoup plus important de se demander ce qui se produirait si toute la planète ou certains secteurs vitaux étaient plongés dans le noir. Évidemment que ça ne durerait pas le temps de l'obscurité, ce serait immédiatement la chute dans la barbarie. L'écologie met à l'ordre du jour la nécessité des solutions collectives que je vous résume d'un trait d'humour. Si l'eau monte d'1,40 m, vous avez le choix entre 2 solutions. La première est de vous dire qu'une bonne affaire se dessine et qu'il faut investir dans les actions des sociétés de déménagement. Car la mer montant, il faudra tout déménager. 75% de l'humanité vit au bord d'un rivage. Et dans les pays du Nord, comme la France, à moins de 100 km d'un rivage. Toutes nos installations sont en bord de mer. Mes amis, mes camarades, quoi que vous pensiez du sujet, je vous demande de réfléchir à ce point. La centrale nucléaire de Blaye a échappé de peu à un désastre immense. Elle est sur l'estuaire de la Gironde. Parce que s'est combiné ce jour-là des creux de 7 mètres et un vent de 140 km à l'heure. Nous avons été sauvés par un homme, une équipe particulièrement intelligente qui a compris à temps qu'il fallait faire descendre les barres de carbone pour interrompre la réaction nucléaire, et d'autres qui ont compris à temps qu'il fallait déboucher les prises d'eau dans la Gironde dans laquelle s'étaient accumulés les bois morts du fait de la montée des eaux. Mais nous ne parlons plus de creux de 7 mètres,
la conférence des météorologues a fait apparaître que s'il était devenu plutôt courant de croiser des creux de 20 mètres, c'est-à-dire un immeuble de 15 étages, en mer aujourd'hui, dorénavant, ce sont des creux de 40 mètres que l'on aperçoit et que l'on rencontre de plus en plus fréquemment. Et c'est dans cette situation que des fous se proposent d'aller exploiter le pétrole qui se trouve dans la mer profonde au large de la Terre de Feu, à l'endroit le plus agité de l'océan aujourd'hui, avant même qu'il y ait de tels creux. Voyez comment la deuxième solution se dessine alors à vos yeux. Ce sont les solutions collectives. Lesquelles? Eh bien, il y a une ville en Inde où l'on est inondé tous les 3 mois. Et c'est une ville de 4,5 millions d'habitants. Et voici ce que les gens ont décidé de faire, la municipalité. Ils ont adhéré à la Ligue des villes qui lutte contre la résilience climatique. Le croyez-vous qui paye cette ligue? La Fondation Rockefeller. Eh bien, que fait-on dans cette ville? Parmi d'autres choses, je ne veux pas les moquer. Eh bien, on a décidé de repérer quartier par quartier tous ceux qui ne savent pas nager. Ah, vous riez? Eh bien, figurez-vous que vous n'allez pas rire longtemps si vous ne savez pas nager. Parce que ceci nous pend au nez à tous. C'est la raison pour laquelle nous devons entrer dans la logique d'une agriculture raisonnée, d'un changement de l'utilisation de nos ressources, c'est-à-dire laisser de côté les énergies carbonées. Et tout ceci a des conséquences techniques et matérielles. Voilà pourquoi je dis, comme je vous l'ai dit le 18 mars 2012 à la Bastille, il faut introduire dans la Constitution une forme de l'écologie politique qui n'est pas l'écologie culpabilisatrice, qui montre du doigt les pauvres gens qui n'en peuvent mais, à qui on dit vous roulez au diesel, mais qui disent mais moi j'ai rien demandé. J'ai acheté la voiture qui coûtait moins cher et maintenant vous me dites que c'est de la faute de moi. Si les gens attrapent le cancer, oui c'est vrai, mais ils n'y sont pour rien ces pauvres gens. Il faut donc savoir changer, mais changer à temps. Quelle est cette règle? Vous autres, ouvrières et ouvriers, techniciens, hautement qualifiés, si j'avais à gouverner le pays, je vous dirais dorénavant, partout, dans toutes les activités matérielles, je vous demande de faire respecter la règle verte. Quelle est cette règle? Elle est technique, elle fait appel à votre intelligence. Cette règle dit: on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Et arrêtez de proposer au monde, et en particulier à nous autres, de faire des révolutions pour obtenir des biens ineptes, c'est-à-dire que ceux qu'on arrache à la pauvreté ou à l'extrême pauvreté, se disant « je suis classe moyenne », s'identifient aux consommations et aux modes de vie des très puissants et réclament comme un signal de leur propre réussite sociale des consommations aberrantes. Enfin, camarades, on ne fait pas la révolution pour que tout le monde puisse se payer des fausses fesses et des 4x4. La révolution a un contenu culturel. Nous devons changer notre manière d'être des êtres humains. Nous devons sortir de la barbarie des premiers âges où il fallait être bien gros pour survivre aux périodes de disette. Il faut cesser d'imaginer que l'avenir, c'est seulement accumuler cette masse d'objets dont, à la fin, plus personne ne sait quoi faire et qui fait que le plus grand succès de ce pays, ce sont les vides-greniers qui vident les greniers des uns pour remplir ceux des autres. Voilà ce qu'est la règle verte. La révolution citoyenne est une révolution culturelle, c'est-à-dire qu'elle met en avant le bien commun des êtres humains, comme vous le faites dans votre famille. Et ce bien commun peut vous conduire parfois à limiter votre propre liberté, mais vous le faites avec d'autant plus de cœur et d'amour que vous le faites pour les autres, non ?
Et dans la Constitution, je veux qu'il y ait la planification écologique comme le principe d'organisation de la société. Les gens, à qui appartient le temps? Ah, vous ne vous étiez jamais posé la question. Vous voyez seulement, je perds mon temps, dites-vous des fois, de manière très déraisonnable, car perdre son temps, c'est souvent bien utile. Le temps est la propriété des maîtres du monde. C'est eux qui organisent le temps social et économique dominant. Quand ils décident que la production est à flux tendu, alors la nuit et le jour, vous êtes au travail. Et votre vie personnelle est désorganisée, si bien que votre temps libre, c'est le temps résiduel du capital. C'est le temps que vous ne passez pas dans les transports, dans lesquels il y a des queues interminables, parce que ce sont les horaires que le capital a décidés. Il faut que le temps long reprenne le pouvoir par rapport au temps court qui est le temps du capital, de la transaction instantanée dans la nanoseconde. Le temps long, c'est celui des cycles de la nature, c'est celui de la vie des êtres humains. C'est ce temps long qu'il faut se réapproprier, être capable de le maîtriser, c'est-à-dire de planifier. Alors, je vois des petits bourgeois que les mots effarouchent. Quand on leur dit planification, ils s'évanouissent. Car vous avez toujours derrière un de ces branquignols qui sont les experts des médias, qui sont, comme en quelque sorte, vous le savez, ces espèces d'animaux qui réagissent dès qu'on les touche de la même manière. Dès qu'on dit planification, ils disent « Ah, Union soviétique !» Le bilan reste à faire, mes camarades. Je peux vous dire que pour ce qui est de la santé, ce n'est pas le présent qui plaide, hein, mais enfin bon, je ne vais pas commencer avec vous cette discussion. Mais depuis quand la planification est-elle nécessairement absurde et bureaucratique? Il y a une planification démocratique, celle qui rapproche des citoyens la décision. La planification, mes chers amis, ça n'était pas qu'en Union soviétique. Tout l'Occident faisait de la planification. Et aujourd'hui, les libéraux, ils planifient, mais ils appellent ça gestion prévisionnelle. Parce que ça fait plus beau. Gestion prévisionnelle. Comme je veux que ma gestion prévisionnelle soit le plus efficace possible, vous êtes prié de n'avoir aucun droit pour que je puisse vous foutre dehors si ma gestion prévisionnelle prévoit que demain, le carnet de commandes sera moins rempli, monsieur Mélenchon, parce qu'il faut être réaliste. Le monde comme il est, blablabla. Il faut contrôler le temps long. Il faut reprendre le pouvoir du temps long. Et le pouvoir du temps long, ça s'appelle la planification, et la planification démocratique. Voici comment toutes ces questions sont liées aux institutions. Si vous ne les mettez pas dans la règle du jeu, ils se moquent de vous en disant « Oui, les travailleurs s'intéressent à leur feuille de paye. Tiens, c'est nouveau que vous vous intéressiez à ce à quoi s'intéressent les travailleurs. »